Bonjour et bienvenue dans l'entretien sur France 24. Notre invité aujourd'hui est Mikhailo Podolyak, c'est un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky et il est avec nous depuis la capitale ukrainienne Kiev. Merci beaucoup Monsieur Podolyak. Oui, bonjour. Alors Kiev justement a été à nouveau bombardé cette nuit, ça fait plusieurs jours de suite. Que se passe-t-il en ce moment à Kiev, Monsieur Podolyak? Oui. Donc, si je ne me trompe pas, la 5e attaque depuis une semaine et demie. La nuit du 7 au 8, nous avons subi une attaque par drone. 35 drones ont attaqué Kiev cette nuit. 25 missiles X-101, X-105 ont été tirés sur Kiev. À ce jour-là, la majorité de ces missiles ont été abattus, mais il y a eu plusieurs cas de chute de débris sur des maisons privées, sans beaucoup de victimes. En tout cas, nous observons que la nuit du 8 au 9 mai, Moscou a activement attaqué Kiev. Et vous pouvez comprendre la logique. Aujourd'hui, nous allons avoir sur une tribune sur la place rouge les politiques russes qui vont fêter l'anniversaire de la victoire de 1945 et tout en même temps, ils attaquent Kiev, une ville pacifique. Alors justement, ce 9 mai, il y a donc le défilé traditionnel pour célébrer la fin de la Deuxième Guerre mondiale à Moscou. Le président Poutine s'est exprimé, il a affirmé que c'était un tournant et que le peuple ukrainien est otage d'un régime criminel guidé par ses maîtres occidentaux. Que vous inspire à la fois ce défilé et ces paroles de Vladimir Poutine? Donc, tout d'abord, il faut bien mettre les choses, il faut mettre les points sur les i. Quelle parade de la victoire un jour où la Russie mène une guerre contre la population civile d'un pays souverain. Première chose. Donc, deuxième chose, il faut comprendre que n'importe quelle guerre, et la Deuxième Guerre mondiale était l'une des plus cruelles du XXe siècle et peut-être de l'histoire. Un jour de fin de guerre, c'est un jour de mémoire, un jour de recueillement. Donc, c'est inconcevable que les politiques réunissent et parlent d'attaquer, comme le font aujourd'hui les politiques russes. Et une chose à laquelle je voudrais attirer votre attention et l'attention des Occidentaux, la Russie, quand elle célèbre la victoire du mai 1945, c'est avec le sourire et en disant « nous pouvons le répéter ». Donc je vous laisse réfléchir à ce que cela signifie. Quant aux paroles de M. Poutine, c'est très étrange. Je les trouve très étranges. Il y a un État souverain, la Russie, un autre État souverain, l'Ukraine, et je trouve étrange que la Russie se permette de commenter les problèmes internes en Ukraine. Nous n'avons pas de coup d'État et si il y avait un régime qui ne respectait pas les droits de l'homme, la population aurait protesté, notamment elle aurait protesté aux urnes lors d'élections pour préserver la démocratie dans le pays. Et ce n'est certainement pas la Russie qui devrait s'ingérer dans les affaires de l'Ukraine. Enfin, quatrième point, la situation est la suivante. La Russie s'est toujours considérée en droit de s'immiscer dans la politique interne d'autres pays voisins, notamment celle de l'Ukraine. La Russie a commencé une guerre à grande échelle contre l'Ukraine pour changer le pouvoir dans notre pays. C'est en réalité la seule cause de cette guerre. Et nous sommes en guerre depuis 15 mois aujourd'hui. Une guerre qui n'a aucune autre justification. Une guerre lancée par la Fédération de Russie qui n'a aucune justification, aucune cause. Et nous ne pouvons pas accepter les paroles de M. Poutine qui justifient les meurtres de civils dans le pays voisin. Alors évidemment, on parle beaucoup de la préparation d'une contre-offensive ukrainienne. Votre ministre de la Défense estime que les attentes des alliés occidentaux sont peut-être exagérées. C'est sa principale crainte qu'après la contre-offensive qu'on a vue à l'automne dans la région de Kharkiv,
dans la région de Kherson, les Ukrainiens pourraient reprendre tous les territoires qui ont été conquis par la Russie. Est-ce que vous aussi, vous pensez que les Occidentaux mettent peut-être trop de pression sur l'Ukraine pour réussir et réussir vite? Donc nos partenaires occidentaux ne sont pas trop optimistes. Je pense qu'ils sont tout à fait réalistes et comprennent qu'une guerre à rallonge ne profite qu'à la Russie. Si on baisse d'intensité sur le champ de bataille, cela permettra à l'armée russe de se regrouper, de se préparer. Donc, pour éviter que la Russie ait le temps d'accumuler des armements, moderniser ses armements et mobiliser des soldats, il faut avancer le plus vite possible, il faut terminer la guerre le plus vite possible. Quant au terme contre-offensive, ce n'est pas une seule attaque qui a commencé aujourd'hui et qui est terminée 4 jours plus tard. C'est beaucoup d'activités sur des terrains différents qui ont pour but principal de percer le front à plusieurs endroits. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de libérer nos territoires, car seulement une sortie sur les frontières de 1991 permettront également à la Russie de entamer une transformation politique interne et abandonner les aspirations revanchistes. Nous comprenons donc que la contre-offensive, c'est des dizaines, des centaines d'activités qui peuvent prendre un certain temps. Il ne s'agit pas d'une opération d'un jour, 3 jours ou une semaine. Grâce aux ressources que nous avons accumulées, grâce à l'aide de nos partenaires, grâce à la préparation des unités ukrainiennes, nous pourrons débloquer certains territoires de manière efficace. D'un point de vue plutôt théorique, la manière dont nous évoluons, le moral des troupes russes, trois défaites stratégiques peuvent renverser la motivation des militaires russes et les faire abandonner le champ de bataille. C'est un des scénarios plausibles de l'évolution. Est-ce que cette contre-offensive, vous avez dit il y aura de multiples facettes, est-ce que ça va aussi évidemment concerner le Donbass, voire la Crimée? Certainement. Les scénarios que nous avons préparés ne sont connus que de l'état-major et du président, et qui sont évidemment au courant de tous les scénarios qui sont préparés. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'il est important de comprendre, la déoccupation de nos territoires sans déoccupation des territoires occupés depuis 2014, cela ne permettrait pas de terminer la guerre. Donc, notre plan stratégique de contre-offensive inclut la libération de la presqu'île de Crimée et des parties du Donbass occupées en 2014. C'est important que vous le compreniez. Une contre-offensive efficace permettra de baisser le moral des troupes russes, les forcer à abandonner leur position, notamment en Crimée, et, je l'espère, entamer certaines transformations politiques en Russie, ce qui permettra à terme de revoir le format de la sécurité en Europe. Si l'élite en Russie reste la même, elle va continuer à investir dans le chantage, terrorisme, meurtre politique, financer des mouvements radicaux en Europe pour des provocations afin de pouvoir dominer en Europe. C'est une guerre en temps réel qui montre que la Russie est indifférente au droit international en tant que tel. Et il faut donc terminer cette guerre de la bonne manière. Dernière question. Evgeny Prigojine, le chef de Wagner, fait des déclarations presque quotidiennes. Il a accusé l'état-major russe de ne pas lui fournir de munitions, menacé de quitter la ville de Bakhmout, où il y a une bataille terrible depuis des mois. Et ce 9 mai, il accuse tout simplement les chefs militaires russes, je le cite, de tromper Vladimir Poutine et que l'État russe est incapable de défendre la Russie.
Qu'est-ce que vous pensez de ces déclarations d'Evgeny Prigojine? Qu'est-ce que ça signifie sur la situation peut-être de l'élite au pouvoir en Russie? Premièrement, évidemment, cela est un reflet de la situation au sein des élites russes. C'est une des incarnations de ce conflit entre des groupes différents dans les élites. Entre Shoigu et Gerasimov, ministre et chef de l'état-major, donc entre ce tandem-là et Prigojine, il y a un conflit depuis un an environ, car le ministère de la Défense veut réduire le poids de Wagner dans la prise de décision. Donc Wagner ne reçoit pas de livraison, ne reçoit pas de recrues, on lui a interdit de recruter dans les prisons comme il faisait, on a coupé ses budgets et derrière lui, en seconde ligne, il y a des unités de l'armée régulière qui ne lui permettront pas de quitter le champ de bataille. Donc Prigojine comprend très bien cela et il est très mécontent du fait que ces soldats sont tués et certains sont transférés vers des unités de l'armée régulière. Donc cela est un des aspects des conflits qui existent dans les élites russes. Si nous arrivons à obtenir des défaites importantes de l'armée russe, ces conflits dans les élites ne vont qu'augmenter. Mikhailo Podolyak, merci beaucoup d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Kiev, la capitale ukrainienne. Et merci à vous d'avoir regardé cet entretien sur nos antennes.